Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Comme on avait prévu la semaine passée, on va le consacrer au ranking UFC. Comme d'habitude, je suis avec Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous. Comment tu vas toi? Moi, ça va très très bien. Donc, comme je le disais, on va parler des rankings UFC, ceux qui tombent à pic vis-à-vis de l'entrée de Benoît Saint-Denis dans le top 15. Et par grosse coïncidence, le meilleur journaliste du MMA français, Alexandre Herbinet, vient de nous pondre un article comme d'habitude, une pépite, sur lequel on va principalement se baser. Je mettrai le lien en description de l'épisode parce que ça vaut la peine pour aller dans les détails. Et je vais partir du principe que la plupart des gens ont vu cet article et donc on pourra ne pas rentrer dans certains détails et attaquer le vif du sujet. Mais avant ça, on a une annonce à faire. Et encore avant ça, on doit remercier le sponsor de ce podcast, Golden CBD, donc c'est le meilleur du CBD bio en France, 100% légal, livré ultra rapidement et discrètement. Avec notre code promo FIGHT, vous avez moins 30% sur leur gamme et vous pouvez découvrir ça via le lien qu'on met aussi en description. Bon, Aldric, je te laisse les honneurs de balancer la nouvelle annonce. On en a 2 sur 2 semaines, c'est assez cool. Donc, vas-y, je t'en prie, Ouais, explique le nouveau projet. écoute, on est, Chris et moi, assez à l'écoute de ce que nous dit la communauté. Et il y en avait certains qui voulaient des formats plus courts et pouvoir s'adresser directement à nous. Ben voilà, c'est chose faite. On va essayer de le faire cette semaine pour le mettre en ligne rapidement. Euh, Posez-moi vos questions, je prendrai le temps d'y répondre de façon complète et, euh, et sincère. Pour l'instant, c'est pas pour l'instant, c'est on a décidé, on appellera ça Aldric et vous. On va essayer de s'y mettre très rapidement. En tout cas, Chris m'a formé à l'outil d'utilisation, donc je suis capable de le faire assez vite. On va le faire là dans la semaine. Et n'hésitez pas, on sélectionnera des questions, mais j'essaierai de m'élargir sur un maximum d'interactions avec vous. Posez vos questions et j'y répondrai dans le détail au cours de cette émission. Voilà, tout à fait. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez digeste, entre 12 et 15 minutes. Et sur base du type de questions qu'on reçoit, on en sélectionnera entre une et trois, je pense, par épisode. Et aussi sur base de la quantité de questions qu'on reçoit, on verra par rapport à la fréquence si on devra faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, etc., etc. Donc, on invite tout le monde à poser vos questions en commentaire de cet épisode-ci. Sur la communauté YouTube, on posera aussi des posts pour accueillir les questions. Et forcément, il y aura quand même une priorité sur les questions des membres. Donc voilà, mais on sera attentif évidemment à toutes les questions et à tout ce qu'on reçoit. On peut aussi dire, hein, les questions peuvent être d'ordre MMA comme sur un tout autre sujet. De toute façon, on se réserve le droit de sélectionner, mais je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir quelques questions sur toi à titre privé et pour apprendre à mieux te connaître en tant que personne. Bon, je propose qu'on attaque le vif du sujet parce que bon, ça promet d'être assez long, assez complet. On Ouais. avait reçu pas mal de questions là-dessus sur comment sont faits les classements UFC, donc les UFC rankings. Comme vous le savez, il y a un top 15 dans chaque division. La question, c'est comment est-ce que c'est décidé? Comment est-ce qu'on décide qui est 4, qui est 5, qui est 6, etc., etc. Tout ce qu'on sait, c'est que l'UFC utilise ça à des fins marketing. Et l'autre élément qu'on sait, c'est que c'est pas l'UFC qui décide. Enfin, en tout cas, ils disent que c'est pas eux qui décident. Il y a un panel de journalistes qui font des votes et sur base des votes, les rankings sont faits. Alors, quand on regarde l'article de Alexandre Herbinet, le mot qu'il utilise pour décrire ça, c'est que c'est lunaire. Et évidemment, quand tu lis l'article, tu te rends compte que le panel, ils n'ont pas mis le panel de journalistes, mais le panel de médias, qui est considéré comme étant les votants. Eh ben, la plupart des médias n'ont rien à voir avec le MMA, ou bien n'existent plus, ou bien couvrent partiellement le MMA, mais sont plutôt spécialisés dans la boxe ou dans la lutte professionnelle. Et c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, en 2023, on a tellement de médias spécialisés et crédibles pour faire ça. Donc, il y a pas mal de questions. C'est les rankings ont été lancés en 2013. C'est bien ça, en 2013. Ça fait 10 ans qu'on a ces rankings à l'UFC. Est-ce que le panel qui est affiché sur le site, c'est le panel de médias initial et qu'entre-temps, ils l'ont pas mis à jour et qu'il y a des nouvelles personnes, ou bien c'est simplement que sur
la quinzaine de médias qui est concernée, il y en a peut-être plus que 2 qui votent réellement parce qu'ils sont réellement actifs dans le MMA. Donc c'est un peu flou et c'est le premier reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a un manque de transparence sur la disposition qui sont sur les dispositions prises pour réaliser ces classements. Ouais, c'est ça. Je pense que la liste qui est à jour sur le site, c'est celle qui est encore pratiquée aujourd'hui. En plus, il faut savoir que le sponsor principal du ranking, c'est Weishen, c'est un des plus gros sponsors de l'UFC. Donc, c'est normalement quelque chose qui devrait être très, comment dire, en tout cas très suivi et très complet. En préambule, ce que je te propose, c'est juste d'expliquer rapidement qu'il y a 3 grands classements. Comme ça, au moins, les gens qui suivent et qui sont pas tout à fait au fait, ils auront compris. Il y a le classement du UFC, le classement de Tapology, et pour moi, le seul vrai classement qui tient compte des combats, des main events, des adversaires et tout ce qui va avec, c'est le classement Fight Matrix, à ne pas confondre. Donc, l'UFC, depuis 2013, a mis en place son propre ranking. Alors, moi, je vais dire ce que j'en pense, et puis après, on développera, si tu permets. Je pense qu'effectivement, ce sont des médias qui ont été choisis à cette époque pour je ne sais quelle raison. À savoir qu'il y a des médias, moi, qui m'ont dit lors de discussions, par exemple l'équipe de MMA Junkie, que eux, à l'époque, avaient refusé de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est important de le dire. Ils voulaient pas, en fait, se fâcher avec des fighters qu'ils auraient pu avoir en interview, tout ça, donc ils avaient décliné l'offre. Donc, est-ce qu'au moment aussi où l'UFC l'a choisi, il y avait des médias qui ont été choisis, qui ont décliné l'offre? Ça, on peut le supposer, mais on ne peut pas l'affirmer. Et effectivement, si on prend certains médias français, enfin il y en a un français qui n'existe même plus, dont la page n'est plus à jour et qui n'a même pas de réseaux sociaux, parce que moi j'avais essayé de rentrer en contact avec lui. En fait, ce truc-là, je l'ai pas trouvé déconnant jusqu'à Islam Makhachev. Voilà. En ce qui me concerne, moi, la genèse du truc, je le trouvais pas complètement déconnant jusqu'à ce qu'on voit Islam gravir les échelons même sans forcément prendre des mecs du top 15. Et un jour, il a fait un bond. Je crois que c'est le seul gars qui a fait 13 places ou 8 places dans le ranking. Il faudrait que je le retrouve exactement. Je l'avais noté, ça m'avait fortement interpellé. Mais à l'époque où personne ne voulait le rencontrer, effectivement, il est passé, je crois, de 13 à 4 ou à 5, quelque chose comme ça. Il avait fait un bond énorme dans le ranking. Donc, moi, à mon avis, Chris, avant de comprendre les pourquoi, les comment et de se référer à l'article d'Alex sur les médias qui font plus de l'anglaise, ou même du drama même, hein, parce qu'il y a des médias connus là-dedans qui vont plus chercher le drama que genre les fighters, l'affaire Chuck Liddell tout nu dans son salon et ce genre de trucs. On parle de ça hein, comme média. Moi, je pense que ça arrange l'UFC, qui laisse faire au gré des envies les journalistes présents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande majorité de Brésiliens. Preuve en est, tu vois, des fois les trucs comment dire, les rankings des Brésiliens qui décollent d'un seul coup, tu sais même pas pourquoi, et puis du jour au lendemain, hop, tu sens que l'UFC a mis un petit frein et les choses se remettent dans l'ordre. Donc moi, je pense qu'ils ont la main dessus, j'en suis même intimement persuadé, mais pas toutes les semaines, tu vois, ils font comme ça les arrange. Et je peux vous citer quelques exemples qui m'incombent directement. Par exemple, normalement, il est de fait que tu prends au minimum la place de celui que tu bats. On voit pour ceux qui viennent de le voir là avec Benoît, il a battu le 15 et il fait 12. Il a même fait 11 ex-aequo, 12. Ça change toutes les 2 minutes, c'est insupportable, mais voilà, 11 ex-aequo ou 12, peu importe. Et il a battu 15. Quand Manon a battu Maya, elle était classée 4, elle est passée 7. Parce que ça, et même il y a des semaines où Maya est repassée devant. Parce que les journalistes brésiliens boycottaient, à mon avis, très légèrement, jusqu'à ce que l'UFC pète un câble et qu'il décide de matchmaker Choukagian avec Manon. Et à ce moment-là, Manon n'a plus bougé de la place de 4 ou de 5, si je ne pas de bêtises. Bref, c'était juste un petit fait. Et il y avait il y a un de nos confrères américains qui a fait un article là-dessus. Je crois que sur les 6 premiers mois de l'année, il y a 65 mouvements de places de fighters, alors que ces garçons n'avaient pas combattu. Je sais pas si tu l'as lu ce truc toi aussi. Et c'était particulièrement. Ouais, Tommy to Hold, c'était ça. Et bon voilà. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, ce comité est un petit peu fantôme,
qu'il y a des médias qui n'y sont plus du tout, qui n'existent même plus. Encore une fois, moi, j'ai fait vraiment un travail d'investigation. J'ai essayé de retrouver le média français en allant jusqu'à regarder où il était, s'il avait des comptes perso. Impossible, j'ai jamais retrouvé. Donc, et je pense que l'UFC, de temps en temps, ils mettent un peu ils sonnent un peu les cloches quand ils ont besoin de matchmaker, de marketer plutôt un matchmaking. C'est typiquement ça, en fait, le fait qu'il y ait un manque de transparence. Et ce que j'entends par transparence, moi, dans un monde idéal, prenons, voilà, on définit 15 journalistes de nationalités différentes, comme ça, s'il y en a qui sont biaisés parce qu'ils sont brésiliens et qui veulent mettre les Brésiliens 2 places au-dessus de ce qu'ils méritent, bah, ce sera compensé par 14 autres non-brésiliens, au même titre que le journaliste américain, voilà, sera mitigé par le journaliste français, etc., etc. Ce qu'il faudrait dans un monde idéal, c'est que ces rankings soient 100% transparents. Donc, tu fais un site où tu as les rankings des 15 journalistes différents. Tu expliques les points que tu gagnes. Voilà, si tu es premier chez un tel, tu gagnes 15 points. Si tu es deuxième chez un tel, tu gagnes 14 points. Et au final, c'est l'addition des 15 journalistes qui te définit où tu es dans le ranking. Et en fait, si on a ça, tu as les noms des journalistes. De l'autre côté, tu as leurs résultats. Et de l'autre côté, tu as la moyenne ou l'addition qui te fait ton ranking. Ça, ce serait de la transparence et ça nous permettrait à nous, les fans, aux athlètes, de comprendre pourquoi ils sont 13 plutôt que 12 ou ce genre de choses. Et ça permettrait de s'assurer que l'UFC n'est pas en train de manipuler. Parce que là, typiquement, ils peuvent très bien recevoir les votes, ne même pas les regarder et faire leur classement eux-mêmes in-house. Et en fait, le but de, normalement, rendre ces classements indépendants avec des votes de personnes extérieures ou d'entités extérieures, c'est de formaliser ça ou de rendre ça le plus objectif que possible ou en tout cas d'essayer de créer une moyenne qui représente la population. Donc moi, c'est ça le premier problème que j'ai avec, c'est qu'il n'y a aucune transparence, on ne sait pas qui vote et quand on voit la liste des sites, comme tu l'as dit, tu as investigué, tu n'es même pas tombé sur le journaliste français qui avait ce droit de vote. On n'a aucune information de si les gens font ça gratuitement parce que là aussi, si l'UFC te paye d'un point de vue déontologique en tant que journaliste, tu peux pas accepter. Tu peux pas accepter d'être payé par une entité sportive que tu couvres, parce qu'après, tu n'as pas le droit de les critiquer, ou en tout cas, tu te mets dans une mauvaise position. Il y a clairement un conflit d'intérêt là-dessus. Mais donc, si tu le fais gratuitement, tu pourrais aussi être contacté par des combattants qui te payent et qui te demandent d'être mieux ranké. Donc, c'est ultra problématique pour moi le fait qu'il y ait aucune réelle transparence. Il y a un semblant de transparence. On dit voici le panel des gens qui votent, et en fait, on sait même pas si c'est réellement eux qui votent. Et c'est pas très compliqué à mettre en place. Encore une fois, on est en 2023, tu crées un site où les journalistes ont leur propre accès, ils ont leur ranking, ils le mettent à jour après chaque événement et il y a un calcul automatique qui est fait au moment où tout le monde a encodé ses rankings, c'est mis à jour le mardi et tu as une totale transparence, tout le monde peut voir les rankings de tout le monde et si tu en as un qui est scandaleux, bah, tu peux facilement l'éjecter du panel et recruter quelqu'un de nouveau à sa place. Te rejoins. Il y a je pense réellement pour avoir. Moi, je me suis longtemps penché là-dessus parce que je voulais comprendre en fait. Et en fait, d'après moi, hein, mon humble savoir, tu as 2 solutions. Soit tu le confies à des humains, et là, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, tu as la sensibilité de journalistes, analystes et autres au MMA. J'aime bien le concept. Soit tu le rends binaire et presque algébrique. J'aime beaucoup ce que fait Fight Matrix. On va pas trop le développer parce qu'on a bien dit qu'on parlait sur le ranking du UFC. Je précise 2 choses. La première, je n'ai aucun intérêt avec Fight Matrix, je ne suis pas sponsorisé ni quoi ni qu'est-ce. Et la deuxième, c'est pas parce que Manon a un très légèrement meilleur classement dans Fight Matrix que j'en suis partisan. C'est juste que j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de quantifier le ranking par rapport à des points que tu gagnes en fonction de tes combats qui ont une importance en fonction de l'organisation. Si c'est un main event, si la personne que tu combats a déjà été champion ou a déjà fait elle-même la ceinture et à son ranking. Et j'aime beaucoup ça chez Fight Matrix parce que du coup, tu as un raisonnement qui tient compte d'une globalité. Quel est l'adversaire que tu combats? Dans quelle organisation c'est? Sur le ton adversaire a un palmarès positif, ok, mais qu'a-t-il fait dans ce sport? A-t-il déjà fait des main events? A-t-il déjà fait des ceintures? Est-ce qu'il est classé plus haut que toi? Et tout ça te donne un nombre de points que tu gagnes en le battant. Comment tu le bats?
Et tout ça est pris en compte. Et force est de constater que j'aime bien. Force est de constater que si tu t'amuses à regarder un petit peu les rankings que font Firetrix, c'est très cohérent. Je donne un exemple rapide. Et tiens, cet exemple va porter sur aussi une anecdote. Je pense que nous, les Français, et je parle des Français, quand je dis français, je dis francophone, on est trop dur avec nos athlètes. Mais vraiment, on a un sens critique qui est culturel, je pense, hein, qui fait que on est critique. Je vais parler du cas de Manon dans quelques secondes, mais avant pour refléter cette critique, je ne se cache pas, ni toi ni moi, qu'on écoute des podcasts portugophones, enfin lusitophones, je crois, excusez-moi si je me trompe encore sur le mot, mais en portugais et en anglais. Et aujourd'hui, quand j'entends ces podcasts, personne n'est choqué quand on parle de Gan Aspinall. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une maîtrise du MMA moderne et qui sont intervenants, analystes et journalistes aux États-Unis, qui disent que c'est le fight à faire, compte tenu du classement de Cyril, compte tenu qu'ils se sont déjà cherchés. Et nous, en France, on dit non, qu'il est nul, qu'il a pris une rousse contre John Jones et qu'il a perdu contre Ngannou et qu'il doit aller prendre Gelton qui est le 7e, voire même le 14e du classement. Donc ça, c'était juste pour relater cette façon critique et bien pensante qu'on a de parler de nos athlètes que j'aime pas du tout, mais ça, c'est un autre problème. Et puis voilà. Et souvent, je lis la même chose pour Manon. Oui, mais Blankfield, elle mérite tout autant. Eh bien non, messieurs, si on s'intéresse aux adversaires que Blankfield a battus, parce qu'elles ont à peu près le même record. Manon, si on prend ces deux combats de télé-réalité à 13-1, et Erin à 12-1, et si on prend pas ces deux combats de télé-réalité, elle a 11-1. Mais si on prend la quantification des points en fonction des adversaires que tu prends et des organisations où tu as combattu, Manon a 240 points, elle est troisième juste derrière Valentina et Grasso, et Erin est à 213. Et ça tient compte de tous les paramètres que j'ai exposés juste avant d'en venir à ça. Donc, il y a moi, je pense que l'humain peut faire un aussi bon travail que l'algèbre, hein, que les calculs, mais en tout cas, il faut tenir compte de ces paramètres et pas laisser la sympathie ou l'amitié ou la nationalité, même des fois, au milieu de tout ça. Et c'est très bien que tu parles de Fight Matrix, parce que moi aussi j'aime beaucoup leur système. Encore une fois, c'est la question de subjectivité, objectivité. Si tu développes un algorithme, tu peux pas développer enfin tu peux, mais tu vas pas le faire, développer dans ton algorithme s'il est brésilien ou s'il porte un short rouge, alors on le préfère à quelqu'un qui porte un short jaune. Tout est pareil enfin, la logique est la même pour tout le monde. Tu développes ton algorithme, tu rends la logique de ton algorithme public, open source, comme on dit en informatique, et ça permet à tout le monde de comprendre comment le ranking est fait. Et en plus de ça, ici, tu parles de Fight Matrix, qui a la complexité de devoir comparer les différentes promotions. Ici, si tu fais un truc qui est propre à l'UFC, c'est encore plus facile en soi parce que tu dois pas essayer de jauger la qualité d'une promotion par rapport à une autre, de la valeur d'un main event non, tu peux vraiment te baser sur les critères qui, selon moi, sont les plus logiques. Victoire, défaite. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as perdu? Ensuite, tu as la qualité des adversaires. Contre qui est-ce que tu as gagné? Contre qui est-ce que tu as perdu? La qualité des performances. Comment est-ce que tu as gagné? Comment est-ce que tu as perdu? On pourrait même aller jusqu'à mettre les scorings. Perdre sur une split, c'est moins grave que perdre par décision unanime. Perdre un 29-28, c'est moins grave que perdre un 30-27 et c'est moins grave que perdre un 30-26. Perdre un 30-27, 30-27, 30-26, c'est moins grave que perdre un 30-25, 30-26, 30-26. On pourrait vraiment avoir un algorithme qui… Tu peux même te dire, je le fais au round par round et je considère ça. Il y a plein de data dont tu peux te servir pour élaborer un ranking, quoi. Pour élaborer un ranking. Ça. Et alors, pour moi, le dernier critère aussi, c'est l'activité et la fréquence des combats récents. Donc, il y a le côté, ton dernier combat a plus d'importance que ton antépénultième, et ça a encore plus d'importance qu'il y a un combat, il y a 10 combats, par exemple. Et c'est pas juste un chiffre. Donc, ton dernier combat est plus important s'il a eu lieu le mois passé par rapport à quelqu'un d'autre dont le dernier combat est il y a un an.
En boxe, on le voit souvent. S'il y a un champion qui est pas actif, ben on lui enlève son titre. Ici, dans un classement, quand tu as quelqu'un qui est pas actif, je vais prendre l'exemple de Rafael dos Anjos qui est encore classé en lightweight. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ses derniers combats, c'était en welterweight. Sa dernière victoire en lightweight, ça remonte à quand Paul Felder combattait encore parce que c'était contre Paul Felder en dernière minute. Alors là, c'était une split ultra controversée parce qu'il a largement gagné et il y a un juge qui avait donné la victoire à Paul Felder. Même Paul Felder était un peu choqué. Ça fait un peu penser à Sandhagen contre Sean O'Malley. C'était une victoire large, 50-45 normalement pour tout le monde. Et t'as quand même un juge qui a réussi à mettre Vera gagnant sur ce combat. Enfin bref. Mais donc j'aime bien cette logique parce qu'en fait, si tu passes par un côté humain et que tu donnes ces critères-là, et que tu as une transparence, bah, les gens pourraient très, très rapidement dire, bon, lui, il déconne, il fait n'importe quoi, et tu pourrais le factualiser. Au même titre que si tu développes un outil qui le fait, c'est même pas besoin d'une intelligence artificielle, tu développes un algorithme sur base de certains critères qui sont quantifiables, bah, tu auras des résultats qui sont logiques et qui sont non discutables parce que on explique à tout le monde l'algorithme, la façon de calculer. Tout le monde peut faire les calculs de son côté et le résultat est indiscutable. Et ça reste utilisable à des fins marketing pour l'UFC. Donc, je suis quand même assez surpris quand tu vois les sommes que peuvent investir l'UFC dans certains projets inutiles comme le Power Slap. Et après, tu as un côté rankings qu'ils utilisent à fond d'un point de vue marketing. Et en fait, pour les personnes qui se renseignent dessus, on se rend compte que c'est ultra bancal et critiquable par la même occasion. Ouais, c'est ça. Et puis moi, du coup, quand on a préparé ce podcast, je me suis amusé à regarder un petit peu les classements dans les divisions. Comme tu dis, t'as des mecs qui sont classés dans 2 KT qui ont fait leur dernier combat il y a presque 2 ans. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont considérablement étonné. Je trouve que la seule éventuelle le seul bémol que tu peux mettre à Fight Matrix, qui pour moi est très très loin devant, est quasiment au point, c'est le changement de KT. Voilà. C'est-à-dire que l'algorithme est quasi parfait en ce qui me concerne pour Fight Matrix. Le seul bémol, c'est éventuellement ça. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, Khamzat, même si moi j'en suis très fan, mérite d'être 3e au classement middleweight? C'est une question que je te pose, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis Khamzat 3 de la KT middle, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Bah, moi, je trouve pas ça juste. Parce que, en gros, il a combattu une seule fois. Ouais, bon. Récemment, il a combattu une seule fois en middleweight. C'est la première fois qu'il avait combattu en middleweight à l'UFC, c'était contre John Phillips lors de ses débuts. Ça remonte à il y a très longtemps. Et John Phillips, voilà, il a combattu que 2 fois en middleweight à l'UFC. John Phillips, ça compte presque plus parce que ça remonte à il y a très longtemps. Et John Phillips, c'était quelqu'un de très mal classé. Donc, c'est pas ça qui te fait rentrer dans un top 15 de la division. Le deuxième combat en middleweight, c'était il y a pas longtemps et c'était contre Kamaru Usman qui faisait ses débuts en middleweight et qui est lui-même un ancien welterweight. Donc c'est là il y a une réelle complexité à définir où est-ce que tu te trouves en middleweight. Mais pour moi, 3e, c'est peut-être un peu abusé comparativement à des gens qui combattent en middleweight, qui combattent contre des middleweight et qui ont fait des belles performances contre des middleweight. Je pense qu'il y a clairement dans ce cas de figure, tu dois clairement considérer la place de la personne dans l'autre catégorie de poids. Donc, si j'invente Khamzat, si on considère qu'il est numéro 3 ou numéro 4 chez les welterweight et qui fait une transition vers les middleweight, qui fait ses débuts en middleweight qui sont gagnants, il doit y avoir un système qui considère que le gars est un bon welterweight, qui décide de monter chez les middle, qu'il a déjà combattu chez les middle, et du coup, un Khamzat, attends, je vais aller regarder, mais moi, je le positionnerais donc middleweight. Il est 8 à l'UFC et 3 à Fight Matrix, si je dis pas de bêtises. Bah tu vois, moi par exemple à l'UFC, sur UFC Rankings, là ça me choque pas qu'il soit 8, tu vois, il est derrière Dolidze, il est devant Jack Hermanson. J'aurais aucun mal à le voir devant Dolidze. Par contre, je le mettrais pas devant Paulo Costa. Donc pour moi, 7 8 c'est une bonne position par rapport à cette situation. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça on a encensé Fight Matrix et j'avais préparé le petit dossier Khamzat pour montrer qu'il n'y avait pas que des trucs bien chez Fight Matrix. À la limite, là, je trouve que le classement UFC est quasi parfait. C'est-à-dire que 8e avec Costa et Dolidze devant, avec ce qu'ils ont accompli dans la KT,
Là, par contre, il y a pas d'aberration. Alors, tu vois, c'est pour ça. Il y a, encore une fois, Fight Matrix est parfait tant qu'il n'y a pas de changement de KT. C'est-à-dire que il faut être objectif et émettre des critiques quand elles sont légitimes. Et je pense que en dehors de ces cas spécifiques où le gars descend ou monte d'une KT, l'algorithme et la matière de calcul de Fight Matrix est parfaite. Et même si l'UFC est critiquable, si on prend la catégorie middleweight, bah, leur classement il est quasi parfait là. Ouais. Je suis surpris de voir Cannonier toujours. Ça, je comprends pas parce que il y a quand même. En principe, il aurait dû. Je sais pas si c'est vrai, pas vrai, les rumeurs de qu'on a entendu. Mais t'as des fighters qui devaient disparaître du classement qui y sont toujours et vice versa. Mais au moment où on se parle, hormis Gastelum qui a peut-être fait le choix de repartir en Walter et qui devrait de ce fait disparaître automatiquement, à mon avis, hein, du classement, je trouve que le classement est relativement est relativement bien fait et parfait au niveau du UFC ranking et moins bon au niveau du Fight Matrix. En soi, c'est vrai qu'on cherche un peu la petite bête. Moi, j'ai pas souvent été choqué par des rankings UFC, mais c'est plus sur le côté, je vais dire, éthique ou méthodologique que j'aimerais avoir cette transparence pour que les combattants puissent comprendre. C'est ce qu'on dit tout le temps. Si tu fais un sport, tu as envie de savoir comment le gagner. En MMA, tu sais que tu peux gagner par KO, par TKO, par soumission ou à la décision. Et encore, les critères de juge, il y a certains combattants qui les comprennent pas encore très très bien. Et ben là, c'est pareil. En tant que combattant MMA, contrairement au foot où tu sais que si tu gagnes un match, tu as 3 points, si tu fais une égalité, tu as 1 point, si tu perds, tu as 0 point. C'est pas vraiment formalisé comment tu rentres dans le top 15, comment est-ce que tu passes de la 15e position à la 10e position, etc., etc. Et donc moi j'aimerais bien justement que les critères soient donnés de manière transparente, que ceux qui votent le sont aussi et que les rankings des différents votants qui ont un impact sur le ranking UFC soient publiés et ouverts à tous. Ou bien comme on le dit depuis tout à l'heure, on peut partir sur la logique Fight Matrix. Comme tu le soulignes, elle n'est pas encore parfaite, notamment sur les changements de division. Mais au moins, si tu as un classement qui est fait de manière informatisée et que la logique du calcul est donnée à tout le monde sait ce qu'il doit faire pour monter dans le classement et aller chercher le haut du classement pour être considéré comme un contender. Et en soi, encore une fois, je trouve pas ça compliqué à mettre en place. Je trouve ça très important parce que au final, un combattant qui est à l'UFC, son objectif c'est d'aller vers le titre. On sait que pour aller vers le titre, tu dois monter le ranking et par contre, tu sais pas comment monter le ranking. Tu as une vague idée, tu sais que si tu gagnes, tu vas monter, mais c'est pas assez clair à l'heure actuelle et je trouve que les athlètes méritent cette clarté. Ouais, c'est ça. Ah, mais comme tu dis, je pense que on reprend un petit peu la genèse du podcast. Globalement, l'UFC met de l'ordre dans tout ça à un moment. Mais il y a des choses qui se font tout au long des semaines, parce que pour nous, Français et francophones, la mise à jour, c'est à peu près le mardi matin. Mhm. Et par exemple, regarde, c'est un exemple tout bête, mais quand tu vois qu'il y a 24 heures de décalage entre l'application et le site internet, j'ai envie de leur dire, les gars, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on parle bien d'une boîte qui est cotée en bourse? Est-ce qu'on parle bien d'une boîte qui est numéro un mondial de l'entertainment, surtout avec la fusion maintenant avec la WWE? Enfin, regardez, mais il y a des choses en fait qui font que l'UFC est vraiment numéro un et on le voit, on le sent et on le remarque. Il y a des choses, notamment le classement, où tu te dis des fois, bon ben, on va relativiser ce qu'on dit, mais ça pourrait être peaufiné et je pense pas que euh, tu imagines ce que je suis en train de te dire? Qu'il y a 24 heures de battement entre l'application et le site internet. Mais Ouais. c'est comme si au football, sur le site de la Fédération française et sur le site du championnat, t'avais, non mais je veux dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un professionnalisme qui doit être fait là-dessus et pour plus de clarté, que ce soit au niveau des calculs, qu'au niveau de la mise à jour, qu'au niveau d'un ensemble de paramètres. Et je pense que effectivement, on va reprendre. C'est quoi le terme d'Herbiné qui m'a fait beaucoup rire? C'est lunaire, c'est ça. Lunaire, ouais.
Je pense qu'effectivement, au moment où on se parle, il y a un souci. Il y a des trucs qui sont bons à piquer à la boxe aussi, hein, au niveau de l'inactivité. T'imagines que tu as des Ouais, combattants qui se font les croisés, qui arrivent à prendre 2 places dans des rankings. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Panikinzad, combattante suédoise de la catégorie moins de 61 kilos, qui s'est fait les croisés quelques mois avant Manon. Pour être exact, je crois que c'est au mois d'avril 2022. Elle se fait les croisés, elle est 10e ou 11e au classement. Elle fait son combat de retour à l'UFC London, pardon. Elle perd. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, elle est 6e au classement. Donc, tu vois, et sur cette même KT, j'ai relevé une deuxième anomalie. Je peux en faire sur toutes les KT, hein. C'est juste que sur les KT dites creuses, comme 93 hommes et 61 féminines, par exemple, c'est encore plus flagrant. Sur cette même KT, tu as Mera Bueno Silva, que Manon donc avait battu en flyweight, qui bat Holly Holm. La décision, elle est overturned suite à un contrôle positif à des agents interdits, pas dopants, mais interdits, donc qui rend le combat no contest. Mais Mara Bueno Silva, elle garde sa 3e place quand même. Olium, elle repasse 4e, alors que le résultat du combat est annulé et que Mera était 11e avant le combat. Donc c'est là quand même que tu te dis que l'UFC a un droit de regard, parce qu'en toute logique, ce classement aurait dû être annulé, elle aurait dû retourner à sa 11e place. Mais comme elle est prétendante à la ceinture en principe contre Raquel Pennington à la ceinture vacante, eh ben ils ont préféré lui conserver ce classement qui était plus vendeur pour un co-main event de l'UFC, peut-être Montréal, certainement Montréal d'ailleurs. Donc voilà, des schismes comme ça, tu en as dans toutes les KT. Après, c'est vrai qu'ils sont plus flagrants dans des KT un peu creuses, telles Mm. que la mi-lourd homme et effectivement la 61 et feu 66 féminine. Et j'ai pas d'exemple précis là-dessus, mais c'est assez connu. C'est déjà arrivé que l'UFC fasse gagner des places à quelqu'un qui va combattre prochainement. Comme ça, bah, dans leur promo, ils peuvent dire le numéro 3 de la division plutôt que le numéro 5. Et je me rappelle que ça avait déjà fait débat. Alors ici, je propose qu'on termine le podcast, mais justement en parlant de Benoît Saint-Denis. Parce qu'au début, voilà, on voit l'annonce, on voit qu'il passe de non ranké à 11e égalité ou 12e, peu importe, ça fait pas une grosse différence. Et moi, je trouve ça illogique. Je pense qu'il aurait dû gagner plus de places, notamment avec Rafael dos Anjos. Donc ici, j'ai les palmarès qui sont ouverts, hein. Donc Rafael dos Anjos, 2020, sa victoire contre Paul Felder en lightweight. Ensuite, sa victoire contre Renato Moicano, c'est 2022. Donc déjà là, il y a 2 ans sans combattre, presque 2 ans sans combattre. Bon, c'est 1 an et demi. Contre Renato Moicano, c'est un catchweight. Donc quel poids est-ce que ça a réellement? Disons qu'on peut mettre ça en lightweight. Ensuite, en lightweight, il a sa défaite contre Fiziev. Et ses 2 derniers combats, c'est en welterweight. Donc en gros, depuis 2020, il est à 3-2 au total. Et une seule victoire réellement en lightweight. Une en catchweight qui se rapproche des lightweight et puis une défaite. Donc, il y a quand même une certaine inactivité, quoi. Quand tu regardes Benoît Saint-Denis, il est à 5-0 depuis 2022. 5 finishes, 5 fois en lightweight et on peut considérer que les 3 dernières victoires sont quand même contre des noms assez important, quoi. Bonfim, il était underdog. Moises, ancien top 15, et Frévola qui était 14 au moment où ils se sont rencontrés. Donc pour moi, Rafael dos Anjos, il a rien à faire Non, devant mais Benoît Saint-Denis. Et je dis pas ça en étant fan de Benoît. Je non, pense que c'est difficile de trouver un argument. Alors oui, l'adversité de Rafael dos Anjos est largement supérieure à celle de Benoît Saint-Denis. Mais normalement, tu dois isoler le même timing. Tu prends, voilà, Moicano Fiziev, c'est une belle victoire, puis c'est une défaite contre quelqu'un de solide dans la division. Mais normalement, selon moi, Brian Barberena et Vicente Luque, ça devrait pas avoir un quelconque impact, ou quasi pas un impact, sur son classement lightweight, puisque ce sont 2 combats chez les welterweight.
Non, non, mais je te rejoins. Après, il y a, comme je le disais précédemment, il y a des choses qui peuvent être également intéressantes à prendre en compte dans ce qui se fait en anglaise. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain seuil d'inactivité dans la KT, bah, tu disparais du classement, par exemple. Tu vois, C'est ça. c'est, mais en résumé et en condensé de, ce, de l'heure qu'on a passée ensemble, je pense qu'il y a du bon à prendre au niveau de Fight Matrix à l'exclusion des changements de KT, puisqu'on très clairement leur algorithme n'est pas bon à prendre. Il y a également du ménage à faire au niveau de l'inactivité, ça me paraît essentiel. Et Ouais, après, je pense que pareil, tu vois, dire qu'un athlète doit être suspendu parce il est et après, il faut des règles intransigeantes. Voilà. J'explique c'est pourquoi je ça. dis intransigeante parce que un athlète suspendu pour dopage, il doit disparaître du classement. Peu importe que tu aies un choix marketing en disant que tu veux en faire le prochain prétendant à la ceinture parce que la ceinture est vacante, euh, référence à Bruno Silva ou d'autres, hein, je veux dire, c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Ben, tu dois maintenir une règle équitable et profitable à tout le monde, garçon, fille, star ou pas star, et follower ou pas follower, et qui soit, comment dire, vérifiable et traçable. Mm. Voilà. Mon Ouais, avis, c'est celui-là. ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que là, c'est un classement sportif. Donc, on est en dehors du marketing. On peut évidemment considérer que le marketing sera un boost pour obtenir un title shot ou un combat à haut niveau. Mais par contre, d'un point de vue ranking, on parle bien d'un ranking à 100% sportif. Et donc là, il faut se baser sur des choses qui sont tangibles et quantifiables. Victoire, défaite, qualité des adversaires quantifiables par leur ranking à eux, qualité des performances, donc comment un combat a été gagné. Bon, là, il y a une discussion. Est-ce que une victoire par KO dans le premier round a plus de poids qu'une victoire 30-25, tu vois, 1-19 et 2-18, Selon Fight unanime. Matrix, oui. Moi, j'ai envie d'encourager ça quand même, Chris, parce que regarde, Fight Matrix l'encourage. Le PFL, quand ils font leur playoff, enfin leur qualification en playoff, l'encourage. Et je pense qu'aujourd'hui, être capable de terminer un adversaire, c'est effectivement montrer qu'on est dominant. Après, on sait que nous, les coachs, on aime bien, on préfère un combat maîtrisé de A jusqu'à Z sans, comment dire, sans laisser place à un lucky punch ou un truc comme ça. Cela étant, je Mhm. pense qu'aujourd'hui, c'est bien de favoriser le finish quand même. Ouais. Je vais te dire la meilleure preuve de ça. Les gens ont vu dans quel état nous étions, toi, Brian et moi, pendant notre live entre guillemets réaction après New York. On a été méga hypé. Et ça, c'est parce que la main card, elle a duré 26 minutes 21 minutes, ou ouais. 28 minutes. Et on était dévastés, ravagés et enclin à l'émotion de fans de MMA qu'on est avant d'être analyste ou coach. Et du coup, je pense que c'est bien de le favoriser parce que, voilà, aujourd'hui, tu es au PFL, ben, tu marques plus de points si tu finis au premier round. Fight Matrix te valide une place meilleure également, enfin, un Mhm. nombre de points meilleur, pardon, sur cette victoire. Et je pense que ça doit être quand même synonyme de gratification et de bonus quand tu finis un mec en 3 minutes. Parce qu'en plus, on parle de l'UFC où les match-ups sont difficiles et où les gens sont très forts. On peut dire que dans toutes les KT, quasiment, je mets des guillemets, on va pas encore reparler des KT un peu creuses, mais dans toutes les KT, le top 30, c'est fort. Et donc, quand tu finis un mec en 3 minutes, c'est vraiment preuve de réussite, certes, mais d'un niveau et d'une préparation quand même exceptionnelle. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est peut-être aussi là la complexité, mais ça, c'est aussi dans beaucoup de sports. C'est vrai on va prendre le foot. Euh, T'as une équipe qui peut dominer pendant 89 minutes et puis perdre 1-0 sur le fil et au final les 3 points vont à l'autre. On s'en fout littéralement de ce qui s'est passé sur qui avait le ballon le plus longtemps, qui a eu le plus d'occasions, qui a eu le Je suis plus d'accord avec de toi. tirs au but. Mais il y a quand même Voilà. le goal average qui a son importance, tu vois. Ouais, ouais. On pourrait laisser entendre que le goal average, ce serait apparent au finish, à peu près, tu vois. C'est un peu grossier, hein, ce que je dis. Mais Et non, non, mais je suis d'accord parce qu'en fait, la direction que j'étais en train de prendre dans ma tête pendant que tu parlais, c'est une réflexion très intéressante. C'est euh, la victoire de Leon Edwards contre Kamaru Usman la deuxième fois qu'ils sont rencontrés. Donc, ok. Leon Edwards est en train de se faire dominer 3 rounds à 1 à l'entrée Headshot du cinquième dead. round. Headshot dead.
est-ce que ça a la même valeur que Demetrius Johnson contre Ray Borg, qui était parti vers un 50-45 ou un 50-44 et qui, en plus de ça, va aller foutre une clé de bras tout à la fin, tu vois. Si on formalise en disant, OK, un finish a plus de valeur qu'une décision, etc., ces deux combats-là vont valoir le même nombre de points à Leon Edwards et à Demetrius Johnson. Et pourtant, la tournure du combat fait que l'un était Mais complètement j'aime bien la dominant et en réflexion. plus, voilà. Mais à un J'aime moment, bien c'est la vrai qu'il faut réflexion. scinder. Non, À non, un non, moment, il faut mais tu sais scinder. que tu peux aisément l'adapter dans un algorithme type Fight Matrix en travaillant en plus. Tu sais, on sait donc dans Fight Matrix qu'il y a des bonus en fonction je le répète une dernière fois, organisation dans laquelle tu combats, main event ou non main event, adversaire que tu as en face, son record, et surtout la façon dont tu finis, pardon. Euh, et tu pourrais très bien rajouter un nombre de points pas forcément important, tu vois, mais mettre une poignée de points en plus C'est ça. par rapport au nombre de rounds perdus, tu vois. Tu te dis, ben voilà, euh, un combat en 3 rounds ou en 5 rounds, ben le gars a perdu 0 rounds dans le combat, on met un bonus de 2 points ou de 1 point, peu importe, mais tu favorises ça en tout cas. Tu sais que le nombre de rounds gagnés ou perdus, bah, t'octroie un petit bonus pour augmenter le nombre de points dans ton classement Fight Matrix ou UFC Ranking. Et je pense que tu peux aisément le valoriser de cette façon. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, tu dois prendre les critères et certains critères doivent avoir plus de poids que d'autres. Le critère qui aura le plus de poids, c'est victoire, défaite, peu importe la manière. Le deuxième critère le plus important, selon moi, ce sera la qualité des adversaires, contre qui tu as gagné, contre qui Je tu as suis d'accord. perdu. Le troisième critère, c'est plus différencier split et non split. Une split aura beaucoup moins de points qu'une non split, que ce soit une décision ou un finish. L'activité et la fréquence, pour moi, doivent avoir pas mal de points. Et alors, effectivement, tu as des petits points bonus sur est-ce que c'est un finish, est-ce que c'est pas un finish. Euh, Et le nombre de rounds, ouais. c'est ce qui serait fun. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui est informaticien ou développeur, qui est capable de scraper des datas. Et si quelqu'un est capable de scraper des datas de l'UFC Stats ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on aurait besoin que des résultats UFC pour développer un algorithme qui permettrait de faire un ranking. Et ce serait vachement sympa de travailler avec quelqu'un sur nous, on développe la logique et quelqu'un développe L'algorithme. le système et voir ce que ça donnerait. Je trouve que l'exercice serait super intéressant. Ouais, mais je te dis, il y a vraiment un truc. Moi, j'y suis particulièrement attaché à ça parce que ça fait longtemps que j'essaie de le comprendre. Je veux dire, et comprendre le raisonnement, comprendre Tapologie, qui est très bête, hein, Tapologie. Eux, ils prennent le nombre de victoires, peu importe, même si tu as pris un mec, quoi qu'il commence à faire leur mea culpa par rapport à Sherdog, puisque rappelons-nous que quand un mec est sur trop de défaites d'affilée, il s'interroge sur la véracité de ses défaites, voire il suspend l'athlète. Euh, Dixit, le combattant anglais qui a affronté et Michael Ben Sibon et Mohamed Mokaev, qui a été suspendu de Tapologie. J'ai pas le nom en tête, Mm. mais je peux le retrouver facilement parce c'est facile. Hein. Ben Simon, il n'a pas beaucoup de combats et Mokaev en début de carrière non plus, c'est facile à trouver. Et il commence à quand même se rendre compte que ce qu'on appelle en boxe anglaise les mulets, il faut peut-être les suspendre de façon à ce que les résultats n'influent pas. Ouais. Cela étant, Et Aiden Sheriff, voilà, c'est ça, sa victoire, il y a un point d'exclamation c'est à ça, côté et c'est marqué Record Ineligible MMA. Donc c'est pas considéré, c'est ça. Donc en fait, c'est il a ça. gagné contre Glenn McVeigh quand il était 0-0, donc il passe à 1-0. Il a gagné contre Aiden Sheriff et ensuite, il était toujours à 1-0 à l'entrée de son combat contre Jamie Kelly. Juste, tu vois, et donc il y a des efforts de fait par tout le monde pour ces rankings et pour ces classements, mais par contre aujourd'hui, moi je vois des prospects qui signent à l'UFC sans avoir de victoire contre des adversaires rankés, tu vois. Ça, Hmm. il y a encore un petit peu cette notion de hype et de record qui est importante et euh, et, et, et tout le monde n'est pas encore très regardant sur la qualité des adversaires. Et je pense que plus on aura des rankings de précision, plus ça aidera même les matchmakers à pas se faire couillonner, excusez-moi l'expression, par des records qui seraient foncés au tronqué, parce que euh, là c'est moi qui vais donner une stat, mais qui m'incombe totalement. Il y a, à mon avis, aujourd'hui 10-15% de mecs qui signent à l'UFC avec des records
alors c'est pas des records pourris parce que non, ils sont allés se battre dans une cage. Eux, ils y sont pour rien. C'est leur management et voire leurs entraîneurs qui ont monté ces combats. Je veux pas. Tu sais que je suis très attaché au respect des combattants et je veux pas Hmm. du tout leur manquer de respect. Mais c'est vrai que tu as encore 10% de signatures au UFC qui sont avec des records un petit peu brinque-ballant, on va dire. Allez, j'ai pas envie d'utiliser un mot plus méchant que ça. Ouais, je pense qu'on voit, on voit effectivement de temps en temps des signatures un peu bizarroïdes à l'UFC, dans le sens où tu as des mecs qui, bah voilà, ils ont construit leur palmarès contre des gars pas spécialement bons. Maintenant, c'est ce qu'on dit aussi, tu as des gars qui sont suffisamment bons pour aller battre le top niveau, mais qui ont préféré prendre une voie moins risquée et qui ont construit un palmarès facilement. Et puis quand ils arrivent à l'UFC, ils prouvent qu'en fait ils ont le niveau UFC. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je pense que avec une petite recherche, on peut trouver ça facilement. Au Ah même bah, titre écoute, qu'il y a des mecs, sans manquer de respect à Khabib, Khabib, il n'avait pas affronté de voilà. top fighter avant de rentrer à l'UFC, très honnêtement. Ça l'a pas empêché Mm. de rouler sur tout le monde une fois arrivé, mais il n'avait pas affronté de top en MMA tout du moins, parce qu'en sambo c'est différent. Mais en MMA, il n'avait pas affronté de top fighter quand il a signé au UFC. C'est vrai, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, tu as des gars qui ont signé et t'avais aucune compréhension du pourquoi comment il s'appelle l'Irlandais qui avait combattu contre Michael Jackson et qui avait réussi à perdre par disqualification. Attends, je vais te le retrouver parce que Oui, et il tu vois de qui était, je parle là? oui, oui, en plus, on se connaît un petit peu parce qu'il était avec Manon, il devait être avec Manon sur une carte. Il est sympa C'est comme tout, Dean Barry. Dean Voilà, Barry. Dean Barry. Donc le gars signe à l'UFC avec que des combats annulés déjà. Donc qu'est-ce qu'il avait comme palmarès? Donc son premier combat à l'UFC, en fait c'est son seul combat à l'UFC, c'est contre Mike Jackson. Regarde Il était à, regarde son il tableau. Je était à crois, quatre-un. c'est tout, je le connais. Est-ce qu'il avait été sur une carte de Manon au UA Warrior peut-être, non? Ouais, c'est ça, UA Ouais, Warriors. ok. Mais en fait, c'est ça. Donc, il était à 4-1. Il avait gagné son premier combat quand il était 0-0 contre un gars à 1-1. Logique. Ensuite, il perd contre un mec qui a 2-5 au Bama. Ensuite, il gagne contre un autre gars qui a 1-1. Donc, ils étaient tous les deux à 1-1. Il gagne contre un 1-1. Puis, à l'UAE Warriors, c'est là où tu l'as croisé. Quand il était à 2-1, il a battu un mec qui était à 7-1. Donc, ça, bravo. Là, il a fait Et un par très bon contre, combat d'ailleurs. Très bon et combat. après ça, quand il est à 3-1, il bat un mec à 6-30. Et là, il signe à l'UFC et il va perdre C'est ce que en je te dis. arrachant l'œil à Mike Jackson. Il y a des signatures qui sont complètement ouf et qui dépendent de je ne sais quelle planète qui s'aligne. Il y en a pas, mais je te dis, hein, retenez bien ce que j'ai dit. J'ai dit 10%. Ça veut dire que sur Ouais. 50 fighters, il y en a quand même 5. Des fois, tu te demandes d'où sortent ces gars, qui ont-ils battu et comment ils ont signé. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y en a 45 qui sont loqués et qui sont intéressants. Il faut voir le positif. Mais des fois, Bien sûr. je vois des signatures. Je dis, putain, mais d'un point de vue management, tu as l'impression de dire que c'est des génies, les managers, d'avoir construit une carrière comme ça. Mais Ouais. pour terminer là-dessus, c'est un mal, je sais pas si c'est un mal ou un bien, parce que bien souvent, ces mecs finissent pas très bien. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, en moyenne, font 2 combats au UFC sur les 4 prévus initialement et qui disparaissent totalement après des radars parce que c'est pas facile. On pourra en parler dans un autre podcast. L'après UFC, quand tu as échoué à 25 ou 28 ans, c'est pas facile pour un fighter. C'est-à-dire tu Ouais. quittes l'UFC à 35, 36 pour aller faire encore un ou deux combats juteux. Il n'y a aucun problème pour la fin de ta carrière. Mais quand c'est à 25, 26, c'est très dur mentalement, très très dur. Mais ouais, donc tout ça pour finir, moi je trouve que ce serait intéressant effectivement de ne plus vraiment passer par des humains, mais d'essayer d'informatiser ça, digitaliser ça, déjà pour l'UFC. Et c'est vrai qu'après tu peux essayer d'améliorer le l'algorithme Fight Matrix, notamment sur les petits problèmes qu'il y a avec les changements de catégorie de poids. Et je suis quand même curieux de savoir comment ils évaluent une fois, enfin, pour ceux qui commencent, tu vois, tu combats au Brave face à quelqu'un qui combat aussi pour la première fois au Brave. Comment c'est évalué par rapport à deux mecs qui combattent pour la première fois l'un contre l'autre au Cage Warriors? Est-ce qu'ils définissent que en moyenne le niveau au Cage Warriors c'est meilleur qu'au Brave ou l'inverse? Est-ce qu'ils se basent par exemple sur tous ceux qui sont passés du Cage Warriors vers l'UFC? Est-ce que leur carrière est meilleure que ceux qui en moyenne passent du KSW vers l'UFC? En fait, Voilà, c'est des questions à se poser, mais c'est un sujet intéressant. Mais moi, je commencerai juste par j'aimerais bien qu'il y ait un outil qui sorte vraiment
juste pour l'UFC, tu vois, Non, mais t'as raison, qui est plus parce facile que à développer. déjà, le ranking UFC doit être indépendant. Et après, en fait, il s'agit juste de ranker des organisations. Et c'est le principe de Fight Patrick pour terminer là-dessus. Et en fait, il rank l'organisation en fonction de son importance. Et à partir de là, les points sont différents si c'est une plateforme, par exemple, de l'UFC ou si c'est une organisation de seconde ou de troisième zone. Mais sur le papier, je trouve que l'idée est quand même intéressante parce que la pression pour le fighter n'est pas la même. Quand tu te Ouais, produis sur l'UFC Fight Pass ou sur Canal+, tu sais que ton combat est retransmis en direct sur une télé française pour les Français ou étrangère, peu importe. On peut quand même dire que la pression est différente et donc la performance n'en est que meilleure si elle ouais. est réussie tout du moins. Je pense qu'on a fait un beau tour de la question. En gros, voilà, pour résumer, pour l'instant, gros point d'interrogation. C'est lunaire, comme le disait Alexandre Herbinet. On n'a aucun détail là-dessus. On connaît pas la crédibilité des journalistes. On sait même pas si les journalistes sont encore actifs à le faire. On sait pas s'ils sont payés ou pas. On sait pas si l'UFC repasse par derrière pour un peu mettre leur grain de sel et modifier les résultats. Donc, voilà, il y a rarement des choses choquantes, mais il y a quand même un manque de cohérence de temps en temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, quand tu vois que ça a une réelle importance d'un point de vue à la fois marketing et managérial, je pense que c'est important que l'UFC mette un projet dessus pour revoir un peu tout ce concept en fait. Comment est fait leur ranking. Ça me dérange pas qu'ils continuent à passer par des humains, ça fait du taf. Mais il faut que les critères soient clairs et il faut qu'il y ait une transparence sur qui le fait, est-ce qu'ils sont crédibles et qu'on puisse voir pourquoi quelqu'un est devant un autre sur base des résultats qui ont été donnés. Aldric, merci à toi pour cette préparation. La plupart des gens auront vu qu'on a eu des problèmes de connexion. Aldric a dû bouger d'un côté et de l'autre. Puis moi, j'ai dû pousser et partir d'un côté et de l'autre. C'était juste des problèmes de connexion. On n'a pas voulu couper parce qu'on a dit des bêtises ou ce genre de truc. C'est vraiment genre les connexions ont sauté. D'abord chez lui, puis chez moi. Mais on y est arrivé. Je suis content. Merci à tous. Merci à Golden CBD de supporter le podcast. Et Aldric, à très bientôt. Posez vos questions à Aldric pour le premier Aldric et Posez-moi vous vos cette questions. semaine. On fait ça cette semaine. À très vite.